parole. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Donc, je vais essayer de vous proposer quelques idées à mettre en place pour votre stratégie player et votre stratégie d'encodage et de repackaging pour pouvoir survivre un petit peu dans les 5 années qui viennent et qui s'annoncent assez rock'n'roll. Donc, je m'appelle Nicolas Veil, je suis architecte de solutions pour Change to Media, donc en C2M de son petit nom, qui est un cabinet de conseil qui depuis 10 ans est au service de l'écosystème des médias et fournit une assistance technique et stratégique sur la chaîne de valeur, avec une cinquantaine de personnes aujourd'hui et au forfait, en régie, avec un pôle veille, un pôle innovation. Donc, dans le cadre de ces pôles, on s'intéresse effectivement à tout ce qui est l'évolution des formats et du packaging. Voilà, aujourd'hui, le multi-écran, c'est quand même globalement plus des problèmes que des avantages quand même. On a un problème qui est effectivement ce qu'on disait, les formats legacy, qui ne sont pas les formats ABR, donc Adaptive Bitrate. On a des problématiques de DRM, ça concerne plutôt le marché de l'OTT et de la VOD et du live premium payant. On a beaucoup de terminaux dans cette zone qui sont des terminaux à problème, comme aujourd'hui le sont les vieux players flash, c'est plutôt les téléconnectés qui, pour la génération de 2010 et 2011, sont assez peu évolutives et qui n'auront plus d'évolution de firmware. Donc ça va être un vrai souci. On a plein de problèmes sur le sous-titrage à gérer entre les différents formats ABR. On a plein de soucis aussi avec le traitement du multilingue, je ne parle même pas du multipiste, Dolby et compagnie. On a avec l'ABR aussi des soucis avec l'agrégation des logs, surtout si on utilise plusieurs CDN. On a une explosion du stockage, donc ça c'est un vrai souci parce qu'au final ça impacte grandement les coûts, surtout pour les gros catalogues de VOD. Un workflow de transcodage qui est complexe. Et au final, beaucoup de temps nécessaire pour mettre à disposition les contenus auprès de tous les terminaux. Donc, on voit un peu toute cette galaxie de problèmes et en face de ça, il y a eu quand même une réaction des industriels qui, ces dernières années, se sont réunis pour réfléchir à ce qu'on pourrait faire pour simplifier en fait, la production vidéo multi-écran. Et du coup, ils se sont mis d'accord, ou presque d'accord, mais on va y arriver, sur l'utilisation d'un format ABR central qui s'appelle le DASH, Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, qui est en fait une évolution, si on veut simplifier, une évolution de HLS et de Smooth Streaming, sachant que dans Dash, il y a deux profils, un profil TS qui s'apparente au HLS de Apple, et un profil Fragmented MP4 qui s'apparente au Smooth Streaming de Microsoft. Donc ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer en déploiement, peut-être pas pour HLS, parce qu'on ne connaît pas trop la vision d'Apple, en tout cas sa roadmap sur ça, mais ce qui est à peu près sûr, c'est qu'ils vont basculer sur le format Dash profil TS. On ne sait pas à l'heure actuelle ce qui se passe pour Widevine. Widevine est une société que Google a rachetée il y a quelques temps, qui fournit à la fois une solution de packaging ABR propriétaire et en même temps de DRM. Et ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, ils sont en train d'abandonner leur packaging propriétaire pour se concentrer sur la DRM et de basculer vers un format standard. Donc probablement le Dash profil TS, puisque aujourd'hui leur format mezzanine, c'est-à-dire leur format de diffusion, utilise le conteneur TS pour stocker différentes versions du fichier vidéo, mais ça reste à confirmer. Et en face de ça, on a un groupe avec Adobe et Microsoft qui ont depuis très longtemps annoncé leur migration vers Dash. Il semblerait que Microsoft soit le plus avancé, que la release du support Dash en natif dans Silverlight soit imminente, contrairement à Adobe qui prend plus de temps, mais qui va doucement mais sûrement y arriver, enfin on espère, parce que du coup ça nous permettrait d'avoir plus que un ou deux, probablement deux formats à produire, pour approvisionner l'ensemble des terminaux, entre guillemets, modernes. Donc, désolé pour cette slide, c'est un peu, ce sera une slide doggy bag que vous prendrez à la maison en téléchargeant le PDF, mais j'ai essayé de vous résumer un petit peu les grands points de basculement technologique qui vont avoir lieu un peu dans les 5 prochaines années. Donc Dash, on en a déjà parlé. Il y a un mouvement assez récent qui est intéressant, c'est l'émergence d'ultraviolet comme un standard on va dire de diffusion de vidéos sécurisées en utilisant plusieurs DRM interopérables, donc qui combiné à Dash
fait que par exemple dans HBBTV, qui est donc la norme utilisée par la nouvelle TNT 2.0 qui arrive, on va utiliser le Dash dans sa version Fragmented MPEG-4 avec les DRM PlayReady et Marlin de Intertrust. Un point très important, Philippe l'évoquait tout à l'heure, c'était le changement de format. En fait, il va arriver à partir de l'année prochaine, en janvier 2013, donc HEVC qui est le remplaçant, le successeur de H.264 va être normalisé. Donc les industriels ont déjà travaillé en amont, mais il va être normalisé, donc figé, et donc on va pouvoir assister à un déploiement beaucoup plus massif, qui va prendre du temps, puisque comme H.264, il va y avoir encore une bonne période de 4 à 5 années où on va devoir déployer des nouveaux terminaux avec des chipsets qui permettront le décodage assisté en hardware des flux HEVC qui sont quand même potentiellement plus complexes. Sachant qu'aujourd'hui, même un iPad peut le décoder. C'est tout ce qui est upgradable en logiciel pourra le décoder, mais l'impact, ce sera sur le temps de vie de la batterie en fait. Mais voilà, en tout cas, le mouvement HEVC se lance à partir de janvier prochain. Et ce qui va ensuite arriver, la deuxième grande bascule, en fait, elle va être enclenchée par l'augmentation des tailles d'images, en l'occurrence la 4K et la 8K, qui vont commencer à se disséminer dans le grand public avec les premières télévisions, probablement aux alentours de 2014 pour le grand public, et puis beaucoup plus tard, peut-être 2018 pour le 8K, où là encore les coûts sont assez élevés. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, au cours de ces 5 années qui viennent, les formats qui sont les formats principaux vont évoluer. Aujourd'hui, les formats principaux, c'est du H.264 avec de l'AAC pour l'audio, en HDS, HLS, Smooth Streaming, avec un petit peu de choses exotiques comme les formats Widevine, ou alors du MP4 en HTTP Progressive Download pour les téléconnectés, voire même du Windows Media sur les téléconnectés, avec de la DRM Windows DRM 10, oui monsieur. Donc voilà, ça c'est l'actualité aujourd'hui. Donc ce qui se prépare, c'est effectivement l'arrivée en force du Dash pour 2013 en fait, en déploiement. Donc l'année prochaine, le format principal, ce sera probablement le Dash, toujours avec du H.264 AAC. Et le format Legacy, ça deviendra le format d'aujourd'hui, c'est-à-dire HDS, HLS, Smooth Streaming. Et voilà, et on va commencer à travailler sur Dash avec HEVC, donc le remplaçant de H.264. Donc il va lui se mettre en place à partir probablement de 2014 et va commencer à mon avis, ça c'est une projection, mais il n'y aura pas une bascule brutale sur HEVC, il y aura un mix des deux. Il y aura toujours du H.264 pour les terminaux actuels, mélangé à du HEVC pour les terminaux plus haut de gamme, plus récents, et avec des manifestes, c'est-à-dire des fichiers qui listent les différentes versions disponibles, qui combineront les deux et qui donneront toujours la meilleure qualité disponible pour ce que le terminal peut supporter. Mais a priori, c'est plutôt la nouvelle génération de téléconnectés qui va supporter d'abord le HEVC en 4K, et après, effectivement, ça va s'étendre sur les tablettes quand elles disposeront des chipsets de décodage accéléré. Voilà, et en fait, ce qu'on peut prévoir, c'est que dans 5 ans, le format principal, ça sera donc du Dash dans son acceptance Fragmented MPEG-4, qui présente beaucoup plus de capacité et de souplesse que le profil TS, donc avec du HEVC, et le format Legacy deviendra le Dash avec le H.264 et l'AAC qu'on va connaître à partir de l'année prochaine. Donc les enjeux par rapport à tout ça, c'est qu'on a effectivement des économies de stockage à réaliser. On a le besoin de produire le minimum de versions, parce que même aujourd'hui, on en a encore trop à produire, et on en aura toujours à produire, de trop. On aura en 2013 des problématiques de migration des manifestes, donc ces fameux fichiers qui sont les pointeurs vers différentes versions, à les migrer vers le format Dash. On aura la grosse problématique de comment on lit du Dash sur les différents players, Mac, PC, iOS, Android, plus les téléconnectés si elles le peuvent. Et puis ensuite, dans les années suivantes, on aura la problématique de la production du HEVC, en plus du H.264, sachant qu'à l'encodage, c'est quand même beaucoup plus gourmand. Et là, peut-être que justement, c'est même sûr, les GPU des transcodeurs élémentales pourront nous y aider de manière assez sympathique. Voilà, donc ça c'est un peu les grands enjeux sur les 5 années à venir, sachant que sur ces 5 années, on aura toujours comme enjeu transverse la production des formats Legacy de l'année d'avant ou des 2 années d'avant. Même si ça avance un petit peu plus vite que dans le corporate, on va toujours avoir cette problématique de legacy, de repackaging. Voilà, on va en parler un petit peu plus après.
Donc les réponses aujourd'hui, concrètement, c'est mutualiser les formats au niveau des players. Ça permet de produire juste le minimum de versions possibles et de l'utiliser dans les différents players. Donc ça, on va en parler un tout petit peu après. Il y a pas mal de trucs et astuces qu'on peut utiliser et qui sont d'ailleurs utilisés par des grandes chaînes de télé françaises sur des grands événements type les JO. Donc voilà, c'est pas juste de la bidouille, c'est vraiment des choses qu'on peut utiliser en production. Et puis voilà, tout un pan autour du repackaging qu'on va approcher d'un peu plus près et qui va nous permettre, voilà, juste en produisant un format pivot, ABR ou pas, de pouvoir approvisionner l'ensemble des terminaux avec du repackaging dynamique. Voilà, au niveau des stratégies player, donc ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, dans les formats actuels, on a du mal à mutualiser le HDS de Adobe puisqu'il est présent globalement que sur Flash Player et Android. Donc c'est pas vraiment très mutualisable et de toute façon, ils sont en process de migration vers Dash, donc c'est pas réellement un bon investissement. Si ce n'est que effectivement, grâce à R, il y a un bon support quand même cross-device sur iOS, Android qui est vraiment intéressant. Et surtout avec leur nouveau Primetime Media Player, il y a une bonne extension d'Adobe sur plus de plateformes, un meilleur support et aussi un support du HLS. Donc ça, c'est du coup en tant que player, c'est un élément qui est vraiment intéressant. Ce que vous voyez, les différentes couleurs, en fait, le bleu, le rouge, le violet, etc., c'est les différentes DRM qui sont supportées par les différents composants. Donc le rouge étant l'AES 128 utilisé traditionnellement dans l'univers Apple HLS. Le violet est la DRM Marlin, donc de Intertrust, qui est principalement utilisée dans les téléconnectés et les mobiles. Le jaune-orange, c'est la DRM de Verimatrix qui est utilisée sur l'ensemble des terminaux disponibles sur le marché. La verte étant la DRM de Adobe, donc Access, anciennement Flash Access. Et la bleue claire étant celle de Microsoft, PlayReady, qui est actuellement une des DRM les plus supportées sur les différents devices. Et ce qui vous permet de voir que donc, dans la zone HSS, donc Smooth Streaming, on peut en fait diffuser du contenu smooth streaming protégé par du PlayReady sur beaucoup de terminaux et donc en particulier sur iOS, Android via différents kits de développement qu'on peut intégrer dans nos applications et qui permettent effectivement voilà, de supporter la DRM PlayReady, qui est aujourd'hui quand même la DRM la plus répandue et entre guillemets la plus standardisée, même si elle n'est pas la seule à être référencée par Ultraviolet comme DRM on va dire acceptée voilà, officiellement à l'échelle internationale dans Ultraviolet. Sachant qu'une DRM peut ne pas être acceptée par Ultraviolet, mais acceptée par les studios. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de granularité sur une DRM interopérable. Voilà. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, donc ça c'est dans la zone HLS, c'est qu'aujourd'hui HLS c'est certainement le format de streaming qui est le plus facile à intégrer dans plein de players différents, que ce soit dans Flash, que ce soit dans Windows, avec le SDK de Trivix. Que ce soit sur Android, Akamai fournit un SDK intéressant qui permet d'intégrer le HLS à partir de Android 1.6, sachant que le support natif dans Android est intervenu en 3.0 et qu'il n'est pas super efficace. Il y a plein de bugs sur le SIC. Enfin, il y a beaucoup de problèmes avec HLS dans l'implémentation native Android, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des composants externes qui prennent en charge cette fonctionnalité de lecture sur Android. Et puis sur iOS et Android, on retrouve plein de composants qui vont vous permettre de l'intégrer avec différentes DRM, soit de l'AES simple, soit du Access, du Verimatrix, du Marlin ou même du PlayReady. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'effectivement HLS c'est quand même la meilleure option pour être le plus cross-platform. Et voilà. Que se passe-t-il donc en 2013 ? Donc en 2013 c'est l'année du Dash, donc la question ça va être de savoir comment on l'intègre dans nos players actuels et les futurs. Donc aujourd'hui, les solutions sont encore émergentes. La principale réponse qui nous manque aujourd'hui, c'est celle d'Adobe, qu'on attend tous de pied ferme. Yann le premier, je pense. Mais on l'attend de pied ferme parce que du coup, aujourd'hui, les stratégies pour intégrer Dash dans Flash sont assez du coup de l'ordre de la bidouille. Même si c'est très louable, hein, je ne dévalorise pas l'effort qui a été fait par Digital Primates par exemple, mais ça consiste à faire du repackaging en local en fait, à transformer un flux Dash en flux FLV.
Et idem sur la zone de droite, dans la partie iOS, un player qui va sortir de Denivip Media, qui est une entreprise russe spécialisée dans les développements vidéo. En fait, eux, ils font la même chose au niveau iOS. Ils repackagent sur le terminal le flux Dash en flux HLS, pour que ça soit compris par le player natif du terminal. Donc voilà, il y a des choses qui fonctionnent avec voilà, pas mal d'efforts et qui sont peut-être temporaires. Donc je dirais que pour cette intégration, il est certainement urgent d'attendre des implémentations natives, comme celle qui est annoncée par Microsoft et qui semble imminente. Sachant que voilà, aujourd'hui, il y a un gros souci, c'est que Dash, c'est censé être le format sur lequel on va converger pour le HTML5. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord entre les différents constructeurs sur une DRM pour HTML5. Donc il y a encore des étapes à franchir pour qu'on ait un niveau de maturité autour de Dash, en tout cas pour les usages premium, qui soient au rendez-vous. Donc probablement pas avant la fin de 2013, mais peut-être avant pour d'autres usages où on a moins de problématiques de protection des contenus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce soit pour Dash ou pour Smooth Streaming, si vous l'intégrez dans une application iOS, vous ne pourrez valider votre application. T'as encore perdu la tablette, Sylvain. Vous ne pourrez valider votre application que si, pour de la 3G, de la lecture en 3G, que si vous utilisez HLS. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est que si vous intégrez du Smooth Streaming ou du Dash dans une application iOS, vous devrez restreindre son scope à la consultation en Wi-Fi. Ce qui n'est pas forcément gênant, mais bon, ça vous enlève quand même un petit peu de public, donc il faut le savoir. Alors voilà, passons maintenant aux stratégies d'encodage. Et un grand principe qui est qu'effectivement, il faut produire juste une seule version, celle qui est la plus populaire, et ensuite la repackager pour supporter tous les différents formats que vous avez besoin d'adresser. Voilà, avec des grandes familles de repackagers pour la VOD et pour le live. Tous les repackagers du marché ne travaillent pas sur la même manière. Beaucoup repackagent de l'ABR en ABR, d'autres du MP4 en ABR, ou des fichiers mezzanine type DTS multiple bitrate en ABR. Pour le live, on retrouve le RTMP, notre cher ami, qui à mon avis n'est pas prêt de disparaître pour le live en ingest en tout cas, comme format d'entrée. Et donc voilà, les fonctions du repackager, c'est de générer le manifeste dans le format cible et de remuxer le container et de rechunker la vidéo pour qu'elle soit également dans le format cible. Avec des fonctionnalités supplémentaires, de pouvoir choisir un track audio pour l'envoyer de manière custom à l'utilisateur, éventuellement en plus, mais ça c'est plutôt du transcodage pour le coup, décliner des tailles ou des bitrates différents qui ne seraient pas dans le codage initial, et éventuellement d'appliquer la DRM pour le format cible. Donc aujourd'hui, l'offre, elle est à 3 niveaux. Elle est à un premier niveau qui est ce que j'ai appelé le do-it-yourself, c'est-à-dire vous avez votre propre CDN ou vous voulez construire votre propre CDN, ou votre origin server qui est l'élément qui est en amont du CDN et qui vous permet justement de préparer les contenus. Donc pour faire cette préparation dynamique des contenus, donc vous aurez le choix entre plusieurs options, soit une option qui est techno, qui est celle de Unified Streaming Platform, qui est assez intéressante, mais qui en fait demande du travail de votre côté en intégration, mais qui est très, très puissante, à la fois pour faire du processing offline et du on the fly, et avec un très très bon support DRM. Vous avez ensuite le choix entre toute une série d'options software, au sens software packagé, comme les solutions de Anevia, de Wovza, d'Adobe avec le FMS, de Microsoft avec le IAS7 Transform Manager, et une autre solution open source qui vient d'arriver qui s'appelle Mist et qui a pour vocation de concurrencer Wovza. Et puis toute une série de solutions packagées sous forme de appliance, à commencer par celle d'Elemental qui s'appelle Stream, très original. Wow. Et avec ses petits camarades de Sewell Spectrum, qui est très spécialisé sur le Dash et les playlists dynamiques et la personnalisation des flux, donc des usages un petit peu différents, et des solutions qui travaillent sur les formats mezzanine chez NVIDIA et RGB qui a intégré la techno de Unified Streaming Platform. Et sur le cloud, vous avez relativement peu d'options pour le moment, mais je pense que ça va aussi changer avec Elemental dans les mois qui viennent. Tout à fait. Donc principalement côté Azure avec leur Dynamic Remix,
qui permet justement de produire du Dash, ou qui va permettre à court terme de produire entre autres du Dash avec la sécurisation PlayReady au niveau de la DRM, donc assez intéressant, et aussi du WOFZA et du FMS qu'on peut utiliser dans le cloud. Voilà, et juste pour finir, compléter le panorama de ce qu'on peut aujourd'hui utiliser, parce que ça c'est une vision d'aujourd'hui. Au niveau des 3 principaux CDN, tous supportent le repackaging dans des proportions et des formats d'entrée et de sortie qui sont un petit peu variables. Je pense que la différence, c'est principalement que Akamai s'est engagé dans la voie de Ultraviolet, donc dans une voie qui est plus axée DRM et support multi-DRM que ses camarades de Limelight et de Level 3, mais qui eux aussi supportent du repackaging, live et VOD, du transcodage, en tout cas pour Limelight, et de la sécurité aussi, du PlayReady qui arrive en Q1 2013 pour Limelight. Level 3, lui, s'appuie sur, donc les deux autres, Akamai et Limelight s'appuient sur leurs solutions développées en interne, et Level 3 s'appuie sur les solutions du marché, donc à savoir FMS 4.5 et IS7, et voilà, fournit en gros ce que peuvent fournir ces solutions du marché. Ce qui est suffisant, en tout cas, pour alimenter les terminaux d'aujourd'hui, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que tous les CDN sont un petit peu en retard sur ce que fournissent les fournisseurs de techno pur, en particulier au niveau du Dash. Donc ça va prendre un petit peu plus de temps à arriver sur les CDN. Mais je pense que dans le courant 2013, la deuxième moitié d'année 2013, ça devrait arriver. Et on devrait avoir des chaînes de diffusion qui seront totalement Dash. Donc ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde pour simplifier voilà, l'ensemble des workflows de production. Voilà, merci pour votre attention. Et voilà quelques liens pour aller plus loin sur le repackaging, Dash, l'OTT en général, et aussi un groupe francophone qui vient de se monter, OVS Squad, qui justement a pour ambition de partager et d'échanger autour de ces problématiques de multiformat, de DRM et de multi-écran. Voilà.